Le mariage homme-femme a-t-il encore sa place en République démocratique du Congo? Qu'en est-il de la dot et du mariage coutumier au sein de la société congolaise? Débat au féminin ce samedi, 13h30, après les infos, reçoit Marie-Josée Mujinga, présidente de l'Association des femmes magistrates du Congo et juge à la Cour de cassation. Débat au féminin, c'est sur Top Congo FM. L'époque où la définition du mariage se résumait à un homme, sexe masculin, et une femme, sexe féminin, est de plus en plus loin de nous. L'on assiste à une redéfinition non seulement du concept mariage, mais également du concept genre. Pendant ce temps, la problématique de la succession semble quant à elle résister à l'épreuve du temps. Mieux, elle traverse même les époques. Bienvenue au débat au féminin qui reçoit aujourd'hui, ou qui va aborder aujourd'hui la problématique du mariage sous toutes ses formes, comment se marier, avec qui vous marier, tout cela, on en parle dans le cadre de cette émission qui reçoit pour vous Madame Marie-Josée Mujinga Bimancha. Bonjour. Bonjour madame. Alors vous êtes présidente de l'Association des femmes magistrates du Congo, mais à FEMAC, mais également conseillère à la Cour de cassation, autrement dit juge à la Cour de cassation. Tout à fait. Parle-nous un peu de votre structure, la FEMAC. Elle existe depuis quand? C'est une association c'est une association qui regroupe les femmes qui sont dans la magistrature. Et elle existe depuis 1990. Donc bientôt, elle a déjà 30 ans. Elle existe déjà depuis 30 ans. Et c'était quoi l'objectif? Au départ, l'objectif, c'était l'encadrement par la formation sur le plan scientifique des membres qui sont des magistrats et sur le plan éthique et déontologique. Et puis après, il y a eu d'autres objectifs, par exemple la sensibilisation et la vulgarisation des droits auprès de la population d'une manière générale et auprès des femmes d'une manière particulière. Donc, nous sommes là, nous collaborons avec plusieurs partenaires dans plusieurs projets. Des fois, ça nous arrive d'aller sensibiliser dans les écoles et dans les églises par rapport aux droits de la femme. La spécificité de votre structure est justement liée à ça, parce que certains risquent de dire pourquoi une structure rien que pour les femmes magistrates. Est-ce qu'il y a des problèmes spécifiques liés à la femme magistrate? Disons que dans la magistrature, il n'y a pas de problème spécifique aux femmes magistrates parce que le travail est le même. C'est le même travail qu'on donne aux hommes et aux femmes. Peut-être la différence, c'est peut-être les femmes mariées qui ne peuvent pas être mutées en dehors des provinces où travaillent, de lieux de travail de leur mari. Les provinces, par exemple, une femme mariée ne peut pas être permittée, par exemple, de Kinshasa dans le Bandundu, alors que son mari est ici. Voilà un peu, c'est même pas un problème parce que la loi est déjà tranchée. Donc, il n'y a pas de problème particulier. On va parler justement de ça. Comment expliquer que la femme est obligée de rejoindre son mari, laisser son travail. On parlera vraiment du code de la famille que prévoit la loi dans ces cas de figure. On parle aujourd'hui, avant de parler mariage, parce que je tiens à dire aux téléspectateurs que nous recevons Madame Marie-Josée Mujinga. Elle est présidente de l'Association des femmes magistrates du Congo et juge à la Cour de cassation, conseillère près la Cour de cassation. Juste rappeler, mais au niveau de la FEMAC, 30 ans d'existence, quels sont les acquis? Qu'est-ce que vous avez, des batailles que vous avez remportées? Comment vous avez participé à faire évoluer la cause de la femme? C'est comme je l'ai dit, par la sensibilisation et la vulgarisation. Nous sommes à travers la population. Vous pensez que votre voix a été entendue, justement, par exemple, pour faire changer le code de la famille? Vous savez, notre voix a été entendue comme toutes les autres voix des autres organisations, de la même manière, quoi. Oui, je crois. Parce que ce sont les destinataires qui doivent nous dire si elles ont mis en pratique ce que nous avons eu à leur produire. C'est pas à nous. Au niveau, une petite évaluation, 30 ans après,
Oui. de tout ce que vous avez mené comme action, mais également des dividendes de ces actions au sein de la population, vous avez l'impression que ça marche, que nous sommes dans le bon sens ou on regresse? Bon, ça marche, hein, parce que nous ne pouvons pas évaluer totalement, parce que, vous savez, la RDC a les dimensions continentales, hein, mais les femmes que nous avons pu, la tranche de population que nous avons pu atteindre, que nous avons vu, ces femmes-là et ces hommes mettre en pratique. Parce que quand nous faisons la sensibilisation, on ne s'adresse pas seulement aux hommes, et aux femmes plutôt. On s'adresse aux femmes, mais vous savez, quand les femmes se plaignent des violations de leurs droits, c'est aussi par rapport aux hommes. Ce sont les hommes et les femmes qui violent les droits des autres hommes et des autres femmes et des femmes. Donc, il y a des hommes qui violent aussi les droits des femmes. D'où la sensibilisation concerne particulièrement les femmes, mais elle s'adresse à tout le monde, les hommes y compris. La sensibilisation s'adresse à tout le monde, comme le mariage d'ailleurs. En mon introduction, je disais, le concept mariage, comme on le connaissait avant, mariage, c'est-à-dire c'est entre un homme de sexe masculin et puis un autre homme ou de sexe féminin qu'on appelle femme, semble de plus en plus renvoyé aux oubliettes avec tout ce qu'on est en train de voir ici. Est-ce que c'est le cas dans notre pays? Que dit la loi d'abord dans notre pays par rapport au mariage? Comment est-ce que la loi congolaise définit le mariage ici en République démocratique du Congo? Bon, vous savez, le mariage est défini par le législateur congolais à l'article 330 plutôt, comme étant l'acte civil public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont pas encore engagés, ni l'un ni l'autre, dans les liens d'un précédent mariage, enregistrent entre eux une union légale et durable dont les conditions de la formation, les effets de la dissolution sont déterminés par la présente loi. Ça, c'est l'article 330. Ici, on vous parle d'une femme et d'un homme qui ne sont pas encore engagés dans des liens précédents de mariage. Et ce sont ceux-là qui doivent se marier selon les législateurs congolais. Avant l'émission, j'allais dire, je brandissais l'article 335, je ne sais pas, de Code de la famille, qui lui dit tout Congolais a le droit de se marier avec la personne de son choix et de fonder la famille. Oui, sous réserve de l'article 330, hein, parce que l'article 330 a déjà donné la définition du mariage. Maintenant, quand l'autre dit avec la personne de son choix, cela ne veut pas dire la personne par rapport au sexe. Non, c'est la personne en tenant compte de l'article 330. On vous dit un homme et une femme. Alors, si vous êtes un homme, vous allez choisir une femme de votre choix. Et si vous êtes une femme, vous allez choisir un homme de votre choix. C'est-à-dire, on ne doit pas vous imposer. Ici, ce qu'on veut dire, c'est qu'on ne doit pas imposer le partenaire dans le mariage. Mais est-ce qu'on ne doit pas, avec la leur où vont les choses, est-ce qu'on ne doit pas préciser? Par exemple, parce que maintenant, là, il ne faut pas qu'on se leurre, les transgenres, ça existe. Quelqu'un qui était né homme et devient femme, on la place dans la catégorie femme ou homme. Est-ce que la loi congolaise en la matière ne peut pas être encore plus précise que ça? Elle est très précise. Elle est très précise parce qu'elle a déjà donné la définition. Elle Donc, dit que c'est un homme et une femme. Donc un transgenre aussi entre dans ce cas. Un homme et une femme. Un homme au sens de masculin. Une femme au sens de féminin. Maintenant, quand on parle la personne de son choix, c'est que c'est entre l'homme et la femme. Ce n'est pas entre homme et homme et femme et femme. Non. L'autre article vient seulement compléter le 330 qui a déjà défini comment on doit se marier. Donc je tiens juste à préciser, qu'on soit clair, les transgenres ne sont pas concernés par cette loi. Si vous êtes transgenre, vous étiez né homme et vous êtes devenu femme, ça devient compliqué au regard de la loi congolaise. Mais c'est clair que la loi parle d'un homme et une femme. Alors, comment se marier? Aujourd'hui, on nous a toujours dit qu'il existe 3 sortes de mariages. Je ne sais pas, c'est même pas régulier. On dit d'abord, il y a le mariage coutumier, il y a le mariage civil, et puis le grand mariage, c'est le mariage religieux. Quel est le mariage le plus important?
Bon, disons que le mariage doit commencer d'abord en famille. Et là, nous appelons le mariage célébré en famille, communément appelé le mariage coutumier. Parce que d'abord, c'est deux personnes qui viennent de deux familles différentes qui doivent se marier et devant les deux familles. Et là, nous recourons au mariage coutumier. Et parce que... Qui est consacré par la loi, la loi reconnaît. Par la loi, oui, oui. C'est le mariage célébré en famille. On dit ça, le mariage célébré en famille. Mais communément appelé mariage coutumier. Et c'est là où on donne la dot. La dot, c'est une des conditions de fonds qui doit exister, sans laquelle le mariage ne peut pas avoir lieu. Donc il faut commencer d'abord par le mariage célébré en famille, en donnant la dot. C'est après seulement, quand il y aura la célébration en famille, que les deux futurs époux devront se présenter maintenant devant l'officier de l'état civil. Et là, c'est pour que l'État congolais puisse enregistrer ou célébrer leur mariage. Là, on parle du mariage célébré devant l'officier de l'état civil ou le mariage enregistré. Au cas où ceux qui se sont mariés en famille n'ont pas pu enregistrer leur mariage ou n'ont pas pu célébrer dans le délai prévu par la loi. Alors là, on parle de mariage enregistré. Bon, là, c'est très important. Les deux sont très importants. Parce que là, vous avez le mariage qui est célébré ou enregistré devant l'officier de l'état civil. Donc le mariage... C'est qu'on appelle communément le mariage civil, quoi. On peut se passer de mariage religieux. Le mariage religieux n'est pas obligatoire. Vous savez, l'État congolais est laïque. L'État congolais n'est pas dans une religion quelconque. Alors, le mariage religieux peut ne pas exister. Mais quand on voit femmes qui font des tonnes sur des mariages religieux, qui... Oui, mais ça, c'est... Je sais pas, hein, je ne sais pas pourquoi elles font trop de bruit avec le mariage religieux. Mais en principe, on devait se limiter seulement au mariage civil devant l'officier de l'état civil, parce que c'est ce qui est exigé par la loi. Et parce que c'est au cours du mariage, disons, de la célébration, de l'enregistrement du mariage civil, c'est à l'issue de ça qu'on vous donne l'acte de mariage, qui est la preuve du mariage par rapport à l'État congolais. Et maintenant, la religion, le mariage religieux, vous savez, ça c'est par rapport à l'Église, hein? Mais si vous avez fait le mariage religieux sans avoir fait le mariage célébré devant l'état civil ou enregistré devant l'officier de l'état civil, votre mariage religieux n'aura aucune valeur juridique. Est-ce que le mariage, on peut se limiter à un mariage coutumier et ne pas faire le civil, par exemple? Bon, le mariage coutumier, la loi, ceux qui font le mariage coutumier se limitent au milieu de la procédure. Et la procédure doit être achevée par l'état civil. Parce que la preuve du mariage, c'est l'acte de mariage ou le livret de ménage. Ça ne se donne qu'au niveau de l'officier de l'état civil. Et c'est ce qui est consacré par la loi. On reste un peu dans le mariage coutumier. L'autre problématique, vous nous direz peut-être si le Code de la famille a essayé de trouver une solution par rapport à ça, c'est la dot. Pourquoi on doit payer la dot? Est-ce que, voilà, alors qu'aujourd'hui on parle de devant nous, où les hommes doivent continuer à payer la dot ou quand même Bon, vous savez, c'est la coutume, hein. On ne peut pas amender cette coutume. On a entendu sur la radio Top Congo les hommes chaque fois reprendre, dire est-ce qu'au nom de la parité, on ne peut pas abroger ou élaguer la dot? Parce que maintenant, ça se chiffre en milliers de dollars aussi. Bon, vous savez, il faut faire la part des choses entre la dot et le montant ou ce qui est exigé pour... qui doit constituer la dot. Mm-hmm. La dot en soi n'a pas de problème. Mm-hmm. Parce que la loi dit que la dot peut être même symbolique. Mm-hmm. Donc, elle peut être même payée en partie. C'est ce que dit la loi. Donc, de manière échelonnée. Oui. La loi n'exige pas qu'on puisse payer la dot une fois pour toutes, disons en une seule fois. Mm-hmm. La loi dit que la dot peut être symbolique
Elle complète en disant que cette dot-là peut être donnée même en partie. Et l'officier de l'état civil ne peut pas refuser de célébrer ou d'enregistrer le mariage au motif que la dot a été payée en partie, parce que la loi dit qu'elle peut être complétée. Et chaque fois qu'on devra compléter la dot, il faudra encore aller devant l'officier de l'état civil pour compléter. Et l'officier de l'état civil va enregistrer que la dot a été complétée. Vous savez, la dot, ça vient de la coutume. Ce sont les coutumes de la RDC avant qu'on puisse élaborer les codes de la famille. Qui sont source de loi aussi, la coutume. Oui, les codes de famille, avant d'être élaborés, on avait sillonné toutes les provinces et on a dégagé des coutumes qui étaient bonnes. Parce que ce sont ces coutumes-là qu'on a eu à retenir dans le code de la famille, notamment la dot. Et ce qui fait aussi la différence entre un mariage et le concubinage, c'est la dot. Parce que quand il n'y a pas de dot, ça s'appelle concubinage. Voilà, dans le concubinage, il y a Ratofanda, en fait, oui, le concubinage. Oui. Donc, il y en a comme ça qui passent 30 ans. Est-ce qu'ils sont en insécurité, des couples comme ça? Bien sûr qu'ils sont en insécurité, parce qu'ils ne sont pas reconnus par la loi. Surtout la femme, elle est en insécurité. Parce que quels que soient les nombres d'années qu'un homme vive avec une femme, s'il n'y a pas enregistrement de leur union, en tout cas, cet homme-là est libre de se marier ailleurs. Peut-être que la femme pourra se plaindre après pour dommages-intérêts, mais l'homme est libre et la femme est libre. Et de même, la femme peut se marier avec quelqu'un d'autre, parce qu'il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage. Les conditions de mariage sont connues. Quelles sont ces conditions, justement? Oui, il y a des conditions de forme, il y a des conditions de fond. Les conditions de forme, il faut avoir la capacité, c'est-à-dire il faut avoir au moins 18 ans. Et il faut avoir... il est interdit aux personnes qui souffrent de problèmes qu'on appelle... Oui, ils ne peuvent pas... les faibles d'esprit ne peuvent pas. Il y a aussi le consentement. Il y a le consentement, c'est-à-dire les personnes qui doivent se marier doivent donner leur consentement. C'est pourquoi le mariage forcé est érigé en infraction. Et sur le plan du fond, vous avez la dot, notamment. Vous avez la dot. Et cette dot-là, elle est obligatoire. Vous aviez dit tout à l'heure que le mariage protège le mariage coutumier ou civil. Est-ce qu'on peut d'abord déjà mettre le mariage coutumier et civil sur un même pied d'égalité? Qui prime? Ce qui prime, je crois que par rapport à l'État, c'est le mariage, ce sont les deux. Parce que vous ne pouvez pas aller enregistrer votre mariage si vous n'avez pas été dans la famille. Parce que devant l'État, devant l'État civil, vous devez prouver qu'il y a eu dot. Or, la dot se donne au niveau de la famille. C'est ce qu'on appelle le mariage coutumier. Mais qu'est-ce qu'encourent ceux qui se limitent, ou j'allais dire d'abord, quels sont les avantages de mariage civil par rapport au mariage coutumier? Bon, les avantages, c'est que le mariage coutumier n'est pas connu par la loi, n'est pas enregistré. Mais elle ne porte pas elle n'est opposable à personne. Quand vous êtes marié coutumièrement, vous ne pouvez opposer votre mariage qu'à ceux qui ont participé à votre mariage, ceux qui ont été à votre fête de mariage. Là, sont ceux-là à qui vous pouvez dire que vous êtes marié. Tandis que quand ce mariage est célébré ou enregistré devant l'officier de l'état civil, à ce moment-là, l'État va protéger les mariés. Va protéger le marié. Là, je crois que vous avez essayé d'embrayer dans mon sens, parce qu'à un certain moment, vous avez dit que le mariage protégeait plus la femme. En quoi est-ce que le mariage civil, surtout, protège plus la femme que l'homme? Bon, dans les contextes africains, où les hommes aiment avoir plusieurs femmes et vont se retrouver en train de doter plusieurs fois. Parce que là, c'est permis, hein? L'homme peut... Ce n'est pas permis, c'est du vagabondage, ça. Parce que le mariage qui est reconnu au Congo, en RDC, c'est le mariage monogamique.
Et quand on est marié, on est dans le régime d'un mariage monogamique, on ne peut donner qu'une fois la dot. Et c'est la seule dot qui est reconnue par la loi. Les autres dots, là, c'est de l'escroquerie des hommes par rapport aux femmes, tout simplement. Je peux dire ça. Parce que l'État congolais ne reconnaît qu'un seul mariage. Et pas les autres mariages. C'est pourquoi le mariage civil est très important. Il vient sécuriser le mariage coutumier dans ce sens que il y a l'État qui s'implique à travers l'officier de l'État civil par la célébration ou l'enregistrement. C'est comme ça que toutes ces femmes qui se sont retrouvées en dehors du premier mariage, on les appelle seulement des concubins, quel que soit le montant de la dot qu'on a donné. Bon, la coutume, peut-être, ils peuvent dire qu'ils sont mariés coutumièrement. Et même par rapport à la coutume, bon, ça n'existe plus, cette histoire-là des mariés, la polygamie. Parce que quand s'ils étaient reconnus, si ce mariage était reconnu, on parlerait de la polygamie. Or, la polygamie n'existe pas dans RDC. Bon, nous avons la monogamie. Dans la loi, oui, ça n'existe pas, mais dans le fait... Oui, mais dans le fait, d'accord. Bon, je connais des hommes qui se marient dans toutes les 24 communes. Mais c'est après, maintenant, les conséquences. Et c'est là où nous disons, c'est la femme qui n'est pas sécurisée. Parce que cet homme-là sait très bien qu'il a une femme à la maison, qu'il s'est déjà marié une fois, qu'il a doté, qu'il est allé devant l'officier de l'état civil. Et lui connaît des fois la loi, parce qu'il y a même des juristes qui font ça. Il sait très bien qu'il s'est déjà marié. Et que le seul mariage qu'il connaît, c'est la monogamie. Et il sait très bien que partout où il passe là, ce sont des aventures. Mais ce sont des femmes qui doivent se réveiller. Oui. Et dire non, non. Oui, et mener l'enquête pour savoir, mais cet homme qui vient, il faut que je sache quel est son état civil réel. Mais les femmes, devant peut-être un célibat prolongé ou devant, je ne sais pas, la cupidité, préfèrent accepter de se marier sans mener l'enquête. Et c'est souvent quand il y a un problème, quand l'homme décède, que c'est là où maintenant tout le monde est en débandade. Là. On essaiera, c'est ça justement, on essaiera d'aborder cette problématique quand même de succession en quelques minutes par rapport à ça. Mais on revient quand même à cette femme-là. Est-ce que, ou au mariage plutôt, un homme peut se marier, doté, faire un mariage coutumier, et puis après faire un mariage coutumier religieux et civil ailleurs. Donc on considérera là où il s'est marié civilement. Je crois que c'est ça aussi le danger. C'est le danger, pourquoi? Parce que un homme qui a déjà doté, malheureusement en coulisses, il peut se retrouver en train de se marier, de doter ailleurs et de se marier religieusement et de se marier civilement. Parce que ce qui est reconnu par la loi, c'est le mariage civil. Vous voyez? Et c'est là où moi, j'aimerais attirer l'attention des femmes qu'elles doivent se réveiller pour savoir est-ce que leur mariage est déjà enregistré ou pas. Mais dans ce cas, que fait la première femme, en fait, entre guillemets, celle qui a été dotée en première, qu'est-ce qu'elle fait quand elle se rend compte que non, elle a été dotée, sauf que le processus n'est pas allé à son terme et que le mari s'est trouvé être engagé devant l'état civil ailleurs. Comment elle se comporte, cette femme-là? Cette femme peut aller en annulation du mariage, hein, parce que, vous voyez, la loi dit que pour le mariage, à partir de la définition du mariage, c'est un homme et une femme qui ne sont pas mariés avant, qui contractent le mariage. Or, ici, nous avons affaire à un homme qui est déjà marié, même coutumièrement, mais qui va maintenant contracter un autre mariage. Donc, c'est un homme qui n'était pas libre. Il ne pouvait pas aller donner deux dots. Donc, cette femme peut aller en justice. Avec quelle preuve? Pardon? Il n'y a pas un document pour le mariage coutumier. Mais il faut qu'il y en ait. Non, il doit y avoir. Dans la loi, est-ce qu'il y a Non, parce que devant l'officier de l'état civil, l'officier de l'état civil demande la preuve de la célébration du mariage coutumier. Parce que l'officier de l'état civil doit mettre dans le registre de l'acte de mariage ce qu'il y a eu comme dot, c'est en nature et en espèces.
Ça veut dire que lors du mariage coutumier, il doit y avoir un document. Non, mais par rapport à la première, justement, qui, elle, n'est pas allée jusqu'au mariage civil. Non, là, elle est allée au mariage coutumier. Coutumier. Oui, mais elle doit avoir un document. Elle doit avoir le document par lequel on a eu à consigner tout ce qui a été donné comme dot. Ah, d'accord. La liste Oui, des biens et de peut la constituer de la dot. Elle peut tenter toujours d'aller en justice pour demander. Non, on peut mieux faire, on peut faire signer quand même pendant le mariage coutumier, on fait signer aux deux conjoints une sorte de décharge, j'allais dire, au cas où l'un des partenaires ira voir ailleurs, irait voir ailleurs. Bon, vous savez, ce sont des cas qu'on rencontre couramment, malheureusement. C'est parce que les femmes ne vont pas jusqu'au bout. Vous savez, l'homme, lui, quand il vient, s'il est un aventurier, il sait ce qu'il veut faire, il fait. Mais c'est à la femme d'exiger, de connaître. C'est pourquoi nous voulons faire connaître, nous voulons que les femmes sachent qu'il ne faut pas se limiter à la coutume. Il faut aller jusqu'à l'enregistrement du mariage. Pour ça, il ne faut pas attendre d'avoir une belle robe, d'avoir des beaux souliers. D'avoir 200 invités, 500 invités, de louer. Non, c'est question d'aller tout simplement devant l'officier de l'état civil avec des témoins et de consigner, d'enregistrer le mariage. On risque de croire que vous êtes marié en catimini. C'est pas un problème. C'est pas, il faut faire du bruit. Non, mais vous avez des témoins. On exige les témoins. L'homme doit amener son témoin, la femme aussi son témoin. Ici, nous aimerons interpeller les femmes pour leur dire que le mariage ne se termine pas seulement en famille. Il faut aller au-delà. C'est à ce moment-là que l'État va te protéger. L'État ne peut pas protéger quelqu'un qui ne s'est jamais présenté chez lui. L'État ne peut pas protéger quelqu'un qui ne connaît pas. Parce que si vous allez devant l'officier de l'État civil, c'est là où l'État vous enregistre. Et quand il y aura vous savez qu'en cas de divorce, on rentre encore devant l'officier de l'État civil pour qu'on puisse constater qu'il y a eu divorce du mariage qu'on a eu enregistré avant. Donc il faut que l'État consacre ce mariage-là pour être protégé. Voilà, justement, la protection, c'est ce qui manque, c'est ce qui fait défaut, mais également le fait que le fait de ne pas aller jusqu'au bout du mariage, c'est-à-dire le bout du mariage, c'est pas le mariage religieux, c'est le mariage civil, expose la femme. On a parlé de cette problématique de succession. De la succession, c'est compliqué justement pour une femme qui n'est pas mariée civilement d'obtenir gain de cause. Bien sûr que non, parce que, vous savez, pour qu'on parle des successions, il faut d'abord qu'on parle du mariage, du moins par rapport à la femme. Il faut qu'on parle du mariage. Et si nous avons dit qu'il faut un mariage coutumier, célébré devant l'officier de l'état civil ou enregistré devant l'officier de l'état civil. Et lors de l'enregistrement de la célébration, c'est là où l'officier de l'état civil enregistre aussi le régime matrimonial. Ah ça, le régime. Oui. C'est à ce moment-là que les époux ou les époux doivent dire devant l'officier de l'état civil pour quel régime matrimonial ils optent durant leur vie commune. Alors, cette femme qui ne s'est pas mariée civilement, bon, on ne va pas dire, c'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas opté, mais qui ont leur mariage enregistré. Parce qu'on vous dit que ceux qui n'ont pas opté, ils ont un régime que la loi leur impose. C'est le régime de la communauté des biens réduits aux acquis. Voilà. Mais celle-là qui ne s'est pas mariée civilement, à quel moment va-t-elle faire connaître son régime matrimonial? Et donc, comment mais elle est exposée maintenant, là, elle fait quoi? Non, mais elle n'a qu'à connaître la loi. Justement, donc elle doit subir ça que nous sommes que la belle famille fait tous les jours, ou comment elle s'est... Non, mais quand on va dans un mariage, on n'y va pas comme même au moulin, on y va en connaissant le prix qu'on va demander. On ne va pas comme ça dans le mariage parce qu'on a trouvé un homme. Il faut connaître les conditions du mariage.
Il faut connaître ce que la loi exige par rapport au mariage. On ne va pas au mariage comme ça, malheureusement. On va essayer de parler. Je rappelle juste aux téléspectateurs que nous recevons Marie-Josée Mujinga. Elle est présidente de l'Association des femmes magistrates du Congo. Et avec elle, on essaye de parler du mariage, de bien fonder quel mariage est le bon et le meilleur, surtout pour la femme congolaise. Mais on se dit, on est dans une société, parce que là, c'est comme si on s'adressait juste aux femmes qui sont au niveau des grandes villes, parce qu'elles ont étudié, elles ont accès à l'information. Mais dans l'arrière-pays, là, on sait, ou dans les villages, dans nos villages, on sait qu'à 15 ans, là, vous nous avez parlé des 18 ans, mais à 15 ans, dans nos villages, on est déjà mariés. Oui, et on arrive à Kinshasa, comme ça, on n'a que ça, que le mariage coutumier. On fait comment? Mais dans et on arrive, peut-être, on perd le mari, là, parce qu'on... Mais dans le village, là, ils ont leur représentant Kinshasa, non? Leur représentant qui élabore même les lois au Parlement. Quel est leur travail? Vous savez, moi j'ai toujours dit, et je le dis, je le confirme, il n'y a pas mieux pour sensibiliser la population que leurs députés. Parce que le député, chaque député a été élu dans un coin bien déterminé. Et tous ces villageois-là, et le député a été élu à partir de leur voix. Mais que font les députés pendant les vacances parlementaires? N'est-ce pas, c'est leur travail? Ils remettent des ballons, des footballs. Non, ce n'est pas leur travail. Parce que ce sont eux, les députés, qui connaissent même la jeunesse des lois. Pendant les vacances parlementaires, leur devoir, c'est quoi? C'est d'aller expliquer à leurs électeurs ce qu'ils ont eu à voter comme loi. Ils sont mieux placés. Et qu'est-ce qu'ils font? Alors moi, je dis, s'il y a une responsabilité, et je regrette beaucoup de le dire, mais c'est la responsabilité de la population qui devait exiger de leurs élus le rapport, un rapport total, un rapport bien fourni, pas en leur donnant les matelas, les savons, non. Et ils ne vont pas au Parlement pour les savons, les matelas. Ils vont là-bas pour élaborer et voter les lois. Eh bien, pourquoi ils ne vont pas sensibiliser? Et si chaque député allait dans son coin, sensibiliser dans sa langue maternelle, je crois que toutes les femmes connaîtront leurs droits. Ouais. Et tous les hommes, tous les villageois là, connaîtront leurs droits. Non, les députés personne ne peut me contrer. Ils sont pour l'instant préoccupés à trouver des postes au niveau du prochain gouvernement. Bon, moi, je n'entre pas dans ces... Bon, ouais, non, voilà. Moi, j'énonce le principe. Je dis qu'il n'y a pas mieux pour sensibiliser la population sur les lois et leur contenu que le parlementaire. Parce que ce sont eux qui élaborent ces lois et qui les votent. Et que chaque parlementaire a été mandaté par une population qui est dans un coin de la République. Et tous les coins de la République sont représentés au Parlement. Et si tous les parlementaires, chacun, allait pendant les vacances parlementaires, sensibiliser dans sa langue maternelle, parce que quand il a fait la campagne, il l'a fait en langue maternelle, il peut traduire cette loi-là en langue maternelle auprès de la population. Ne fût-ce que l'important, les éléments importants. Je crois que tout le monde connaîtra la loi. Ce n'est pas aux ONG d'aller sensibiliser. Les ONG ne sont pas fixées partout. Ce que font les ONG, c'est un appui. Et c'est encore une goutte d'eau dans la mer, même dans l'océan. Et moi, je dis, les parlementaires doivent faire ce travail-là. Et c'est pas écrit peut-être quelque part, mais ils doivent faire le rapport. Quand ils font le rapport, ils disent quoi? Qu'est-ce qu'ils disent à leur population, à leurs électeurs, par rapport aux lois qu'ils ont élaborées? Ils doivent leur expliquer. Et si chacun faisait ça, je crois qu'on aura moins de problèmes. Moins de problèmes, surtout oui. Parce qu'on sait que, surtout quand le papa meurt, la maman reste seule et que de l'autre côté, c'est la belle famille qui commence à se mêler de tous les biens laissés par le papa, oubliant même qu'il y a eu le mariage civil. Certains le font. Comment on s'en sort? Parce qu'on connaît des cas où... Les deux conjoints se sont mariés coutumièrement et devant l'état civil, mais qu'au final, c'est la belle famille qui souvent vient et chasse la femme. Des cas comme ça, il y en a légion. Oui, il y en a nombreux, ces cas pareils. Il y en a nombreux, hein. Mais seulement c'est la femme qui doit connaître ses droits, c'est comme je dis là. Elle doit connaître quels sont ses droits. La femme doit connaître. Les belles familles, là aussi, doivent connaître ce qu'ils doivent faire. Parce que, vous savez, j'ai jamais vu une famille où on se dispute les enfants. Hein.
à la mort du papa. Hein. On se dispute toujours les biens. Hein. C'est comme ça que nous avons beaucoup de chégués, des petits-enfants qui dorment sur la rue, même si leur papa était un nanti, vous retrouvez les enfants sur la rue. Et les belles familles-là, doivent être aussi sensibilisées pour qu'ils sachent qu'il y a une loi qui existe. On n'est plus au niveau de la coutume, même s'il y a le mariage coutumier. Mais les règles de succession, c'est par rapport à la loi. C'est pas par rapport aux coutumes, pas par rapport à la coutume. L'accès de ces femmes-là, c'est ça aussi justement à la justice. Vous êtes juge. Les femmes, une fois, surtout on parle, on peut dire, on posera peut-être la question plus tard pour savoir si les hommes également sont victimes de ces abus qu'on décrit quand le conjoint meurt. Mais pour la femme là, quand elle se retrouve devant ce cas où le mari est décédé, la justice est chère chez nous. Trop chère. Bon, la justice... Quand une personne est déjà depuis et de tout, elle va entrer dans ce droit et qu'on demande autant, elle fait quoi? Eh bien, elle doit s'adresser à la justice. D'abord, elle doit connaître sa procédure. Hein. On ne va pas directement à la justice quand on a perdu un mari ou on a perdu une femme. Hein. On ne va pas directement à la justice. On doit connaître la procédure par rapport au droit des successions. C'est-à-dire, il faut chercher à faire d'abord ce qu'on appelle réunir le conseil de famille. On doit réunir le conseil de famille. Et le conseil de famille doit désigner un liquidateur. Et c'est le liquidateur qui va se charger de pouvoir désigner, voire un peu inventorier les biens de celui qui est décédé, et d'inventorier, de recenser ou de connaître qui sont les éventuels héritiers. Et il y a toute une procédure à suivre. Et au cas où la personne décédée a laissé le testament, il faudra un exécuteur testamentaire pour exécuter les testaments qu'on a laissés. Tout ça, c'est une procédure. C'est la procédure que la femme doit connaître, que la belle famille aussi doit connaître. Parce que la belle famille, souvent, se comporte comme s'ils étaient des extraterrestres. Vous verrez des femmes qui sont mariées, qui maltraitent d'autres femmes, comme si elles connaissaient leur avenir. Et peut-être qu'elles aussi, elles risquent de se retrouver dans le même cas. Il y a des hommes qui maltraitent les belles sœurs et qui oublient que leurs femmes aussi peuvent être maltraitées. Donc moi, je crois que la sensibilisation ne concerne pas seulement les femmes. C'est toute la société qui est dans le désordre là qui doit connaître les lois. Oui. Vous êtes au contact de toutes ces personnes-là, vous êtes juge. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de rencontrer un homme qui vous a dit qu'il est victime de ça, il a perdu sa femme et que la belle famille du côté femme est venue le ravir? Est-ce que des cas pareils, ça existe? Oui, des cas pareils, ça existe, mais ils sont rares. Ils sont rares parce que souvent, c'est l'homme qui apporte plus dans la maison. Jusqu'il n'y a pas longtemps, ce sont les hommes qui travaillaient, qui avaient des postes importants, et les femmes étaient reléguées au second plan. Des fois, ce sont des femmes qui sont à la maison, qui ne travaillent pas, et c'est l'homme qui produit tout, qui achète tout, et qui entretient tout le monde, y compris la belle famille. Et à ce moment-là, la belle famille croit qu'elle a raison de s'acharner sur les biens de leur frère, alors que la loi a déjà tranché là-dessus. Je crois qu'ici, c'est une question de connaissance de droit, tout simplement. On va très rapidement parler d'autres questions liées au mariage, mais plutôt également au code de la famille, par rapport à quelques innovations contenues dans ce code de la famille. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait que, par exemple, pour vous, les femmes magistrates, vous ne devez pas être permuté, par exemple, à l'intérieur du pays. Si votre mari est à Kinshasa, par exemple, vous ne pouvez pas être permuté dans une des provinces de la République. Elle est toujours valable, cet article-là du Code de la famille? Oui, elle est toujours valable dans le statut de magistrat. C'est discriminatoire. C'est pas discriminatoire, c'est pour la stabilité du ménage, tout simplement. C'est pour la stabilité. Pourquoi la femme doit faire autant? Pardon? Pourquoi c'est à la femme d'en faire autant? Eh bien, c'est la loi qui l'a dit, c'est la loi qui l'a décidé.
Et l'homme étant le chef de la famille. C'est ça la loi. Même la Bible dit que l'homme est le chef de la famille. Donc c'est à la femme de suivre l'homme, mais pas de n'importe quelle manière. Mais la femme doit rester là où il y a l'homme pour l'intérêt commun. Si le mari est chômeur et que la femme est permittée dans une autre province, et pourquoi le mari resterait-il à Kinshasa? Il devra suivre la femme. Dans un monde qui se veut paritaire. Pardon? Dans un monde qui se veut paritaire. Vous savez, la parité ne doit pas être faite au détriment du ménage, de la famille. On doit sauvegarder les foyers, on doit sauvegarder le ménage. Vous allez faire les gens sont contents quand on vous entend dire ça, surtout les hommes. Non, moi je n'ai jamais été pour une parité dans la maison. Hein. Non, la parité n'a rien à voir avec le mariage. Hein. Non. La même loi dit que l'homme est le chef de la famille. C'était la bataille des femmes, là. Non, il ne fallait pas, mais... Elles ont perdu quand même. Ce n'est pas une perte. Moi, je crois que dans chaque société, même chez les animaux, il faut un chef. Sinon, c'est le désordre. Et Dieu a voulu que l'homme soit le chef. Alors, respectons respectons la position de l'homme en tant que chef dans le ménage. Mais l'homme n'est pas chef dans une entreprise par rapport aux autres femmes, aux mêmes compétences. C'est là où on parle de la parité, aux mêmes compétences, aux mêmes qualités de travail. Alors là, on ne peut pas dire que parce que c'est un homme, il est chef de famille. Non, il est chef de famille chez lui, au niveau de la société, au niveau des fonctions. En tout cas, c'est là où il doit y avoir égalité. Voilà. Vous venez de faire des erreurs. Il y a des gens qui sont contents, là. Je vous dis, vous venez de faire des erreurs. Bon, moi, je crois que nous devons avoir les pieds sur terre. Oui. Nous devons avoir les pieds sur terre. Il ne faut pas que nous puissions faire de l'amalgame. Même la loi elle-même ne l'a pas fait. Dieu lui-même ne l'a pas fait. Pourquoi nous devons faire de l'amalgame? Vous savez, revendiquer la parité dans la maison, dans les foyers, vous savez un peu ce que ça va donner. C'est vraiment des désordres terribles. Hein? Autre innovation, là, la loi maintient le fait qu'une femme mariée, pour être permutée, ne peut pas être permutée dans une ville une ville qui se situe en dehors du lieu de leur ménage où se trouve l'homme. Donc là, la loi est claire. Autre chose, mais en tout cas, il y a quelques avancées, la suppression de l'autorisation maritale. Oui, l'autorisation maritale, vous savez, hein, personnellement, ça c'est... Moi, je crois que c'était, dès le départ, le problème était faussé. Parce que même à l'époque, le Code du travail n'avait jamais exigé l'autorisation maritale pour engager une femme. La loi disait, la femme mariée peut être engagée sauf opposition de son mari. Donc la femme pouvait être engagée. Il fallait attendre, il fallait que l'employeur attende l'opposition de son mari pour réagir autrement. Mais ici, on a inventé une loi, on avait à l'époque inventé une disposition qui n'existait pas en disant que la femme mariée devait être engagée sur le plan du travail avec l'autorisation de son mari. Moi, je mets au défi quelqu'un de venir me montrer cette disposition. Celle que moi je connais, c'est la femme mariée pouvait être engagée sauf opposition. Alors si le mari ne s'oppose pas, cette femme peut travailler sans problème. Mais on a inversé en disant que non, la femme doit avoir l'autorisation. Alors par rapport au code de la famille, l'autorisation, vous savez, l'autorisation, il y a eu ces combats-là des femmes qui ont dit que, écoutez, on ne pouvait pas avoir l'autorisation. Il fallait supprimer parce que la jeune fille de 18 ans, une fois, parce que 18 ans, elle est majeure, elle pouvait faire ce qu'elle voulait, sortir, aller là où elle voulait aller sans l'autorisation, alors que sa maman, qui est une vieille maman, devait demander l'autorisation de son mari. Ok, les femmes et les hommes se sont mis d'accord pour dire, écoutez, nous enlevons l'autorisation, nous mettons accord de l'homme et de la femme. Pour mon travail, par exemple, je dois avoir l'accord de l'homme. Pour l'homme, il n'y a pas d'accord. Lui, il peut aller. Non, accord. C'est-à-dire l'accord de l'un et de l'autre.
Ils doivent s'accorder. Même pour le travail de l'homme, il doit avoir mon accord. Ou en fait, quand je dis moi, c'est-à-dire la femme quand même. Ou c'est seulement dans le cas de la femme où on doit avoir un accord tous les deux, c'est ça? Non, par exemple, si un homme veut se déplacer pour aller habiter à Kingasani, à Souka, et la femme travaille dans la commune de Ngaliema, et ils habitent la commune de Gombe, mais l'homme qui va à Kingasani là, est-ce qu'il va faciliter la tâche à la femme qui habite qui travaille en dehors de Kingasani? Pourquoi l'homme doit-il travailler dans un endroit qui met en péril tout le monde, qui met en péril le ménage? Au fait, ici, je veux dire tout simplement que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme, il faut un accord. Parce que ce qui est visé ici, c'est la sauvegarde des intérêts du ménage, de la famille. Il ne faut pas éclater la famille, il ne faut pas éclater le mariage à cause du travail, que ce soit de la femme, que ce soit de l'homme. J'avoue que je pensais il y avait quand même eu une évolution, mais quand je vous entends parler, au regard de toutes ces explications, je me dis, voilà, la femme, elle a encore de combats, des batailles à gagner, surtout dans ce plan-là, c'est-à-dire pour l'homme, par exemple, pas d'accord, mais pour la femme, il faut un accord. Vous savez, madame, que la loi est faite pour des cas problématiques. Dans un foyer où il y a l'harmonie, on n'a même pas besoin de penser une seule fois à appliquer la loi. C'est quand il y a des problèmes qu'on recourt à la loi. Donc un foyer où il y a de l'harmonie, l'homme n'aura jamais à demander à sa femme, la femme n'aura jamais à demander à l'homme l'autorisation de sortir. Il l'informe tout simplement, elle va informer son mari en disant j'ai des courses à faire. C'est une question de confiance, tout simplement. Ça, c'est un foyer où l'homme et la femme s'entendent bien. Mais quand il y a méfiance, c'est là où on commence à appliquer la loi. Donc la loi, c'est pour des cas conflictuels. Et puis, il faut dire que la loi, c'est pour ceux qui sont mariés devant l'état civil. Donc, quand tu es fiancé, tu n'as pas à dire à ta fiancée, par exemple, je ne veux pas que tu travailles, il faut que tu aies mon accord. Bon, les fiançailles, c'est une promesse de mariage. Hein? Donc, tu as déjà commencé à t'habituer à... C'est une promesse de mariage pendant ces laps de temps que l'homme et la femme doivent se connaître et chacun donne son point de vue par rapport à ce qu'il aimerait que l'autre fasse, si c'est marié. Alors, si vous aimez votre fiancé et qu'il vous dit, écoutez, moi, je n'aime pas les hommes qui fréquentent les boîtes de nuit, ben, par amour, vous allez faire quoi? Vous allez cesser, vous allez accepter. C'est une période où chacun est en train d'observer l'autre dans ses habitudes et voir si il a en face ou elle a en face de lui ou d'elle quelqu'un avec laquelle ou avec lequel il va cheminer toute la vie, n'est-ce pas? Donc même pendant les fiançailles, on peut donner son point de vue par rapport à ce qu'on veut que votre ménage devienne demain. On n'allait pas comme ça dire, bon, écoutez, parce que monsieur vous dit, moi je bois beaucoup chez nous, nous sommes habitués à nous saouler, alors tu m'acceptes comme ça. Non, la femme a un mot à dire, la future épouse peut dire à l'homme, écoutez, moi là, si tu ne cesses pas, j'abandonne. Donc, il ne faut pas aller devant l'officier de l'état civil pour faire ça. Surtout quand on sait qu'il y a des malins quand même qui peuvent adopter une attitude avant le mariage, une autre pendant le mariage. Il était peut-être un agneau. Une fois dans le mariage, il sort ses griffes. Bon, c'est quand tu te dis que tu te fais avoir. Ce sont des risques. Hein. De toute façon, le mariage, c'est un risque à prendre. C'est un risque à prendre. On va vers l'incertitude. Le mariage... L'agneau peut se transformer en loup. Ben, c'est ça. C'est pourquoi ceux qui connaissent Dieu, se réfèrent dans la prière. Et quand il y a ces cas de figure, quand on parle de mariage, on parle de divorce également. Donc, dès que vous vous retrouvez devant ce cas de figure... Oui, mais le divorce, on ne peut parler de divorce que pour les personnes, les couples qui se sont mariés devant l'officier de l'état civil. Parce que pour divorcer, il faut aller devant le tribunal. Et qui dit tribunal, c'est l'État. Comment vous allez divorcer devant l'État alors que l'État ne vous connaît pas?
Et ceux qui se sont juste mariés coutumièrement, parce que vous avez dit que la coutume également est importante dans ce processus, qui se sont juste limités là et qui ne veulent pas continuer jusqu'à la fin et que chacun veut prendre sa direction, comment on fait pour rendre, en fait, au regard de la loi? Ils n'ont qu'à se séparer comme ils se sont retrouvés devant la famille. Ils n'ont qu'à appeler les membres des familles, dire écoutez, maintenant nous avons décidé de nous séparer. Parce que la loi dit que le mariage qui n'est pas enregistré n'est opposable qu'aux personnes qui ont eu à participer à cette célébration coutumière. Et tant qu'on n'a pas fait ça, parce qu'on voit certaines personnes venir, par exemple, dire « Oui, j'ai doté telle personne, mais il est allé se marier ailleurs, donc il faut vraiment refaire la cérémonie pour dire « Écoutez, ils ne sont plus ensemble. » Non, mais écoutez, il y a peut-être la restitution de la dot, ça dépend des coutumes. Ça dit, on ne parle même pas de mariage. À ce moment-là, c'est une union libre. Cette union libre-là, ceux qui l'ont contracté n'ont qu'à se séparer de la même manière qu'ils ont commencé, devant les familles, devant les témoins, mais ils ne peuvent pas être acceptés devant les cours et tribunaux. Là, en tout cas, ils ne peuvent pas aller. Parce que la loi même dit ceci. Si un couple ne s'est pas marié, un couple s'est marié coutumièrement, mais n'a pas enregistré leur union devant l'officier de l'état civil et qu'ils venaient devant le tribunal pour solliciter le divorce. On dit au juge ceci. Le juge devra suspendre leur procédure, les renvoyer devant l'officier de l'état civil pour qu'ils aillent d'abord enregistrer leur mariage et maintenant revenir pour entamer la procédure de divorce. Dis-moi un peu qui peut faire ça. Vous êtes déjà en conflit. Comment vous allez encore rentrer devant l'officier de l'état civil pour enregistrer et revenir? C'est pour vous dire que la loi est très sévère par rapport à ça. Donc il faut aller jusqu'au bout, enregistrer le mariage. Et quand on est surtout coutumier, j'insiste par exemple pour le mariage coutumier, et que vous avez des biens ensemble, vous faites comment dans ce cas? Donc vous adoptez la même procédure, vous allez devant l'officier de l'état civil pour régulariser, après vous revenez pour essayer de partager vos biens, peut-être que vous avez acquis ensemble? Non, si vous avez acquis des biens ensemble, là vous allez les... En tout cas, ce que nous savons ici, c'est que ne faites pas intervenir la loi. L'État n'intervient pas. Ça, nous savons. Si vous voulez que l'État intervienne, vous n'irez pas par rapport à la procédure du divorce. Là, vous allez aller par rapport à la réclamation des biens devant les juges en matière civile au cas où l'un n'a pas voulu restituer à l'autre les biens qu'il lui doit. Là, ça n'a rien à voir avec la procédure des divorces. Parce qu'en procédure des divorces, on accepte que l'homme et la femme qui ont eu à passer par la coutume, parce que la dot, c'est une condition de fond très importante pour que même l'officier de l'état civil enregistre. Alors, vous avez préféré vous limiter à la dot. Vous avez ignoré l'officier de l'état civil. Or, l'officier de l'état civil, c'est l'État. Mais maintenant, le tribunal, c'est l'État. C'est que quand vous allez devant le tribunal, la première chose qu'on va vous demander, c'est la preuve du mariage. Et la preuve du mariage s'obtient où? Devant l'officier de l'état civil. Et les enfants, on en fait quoi si on est, je reste dans la coutume, Maria, parce que peut-être, et on va parler des enfants quand on est marié civilement ou devant l'officier de l'état civil. D'abord, on commence quand on s'est limité à la coutume et qu'on a des enfants. Ils vont aller chez le papa ou la maman? Oui. Les enfants, le cas des enfants est régi aussi par la loi. Il faut déclarer ces enfants devant l'officier de l'État, devant aussi l'officier de l'État civil, pour qu'ils aient leurs actes de naissance. Mais maintenant, le papa et la maman se séparent. Vous allez devant le tribunal pour enfants. Okay. Donc, le tribunal pour enfants décide qui va garder les enfants. Est-ce que c'est l'homme ou c'est la femme? Là, c'est dans le deux cas, même si vous êtes marié coutumièrement ou de manière devant l'état civil. Non, devant l'état civil, c'est lui qui détermine du sort des enfants, c'est le juge par rapport à la procédure des divorces. Okay. Parce que quand vous allez dans la procédure des divorces, il y a le sort des enfants, c'est-à-dire quand avant même qu'on prononce les divorces ou après qu'on ait prononcé les divorces, le juge devra statuer sur le partage des biens. C'est là où intervient le régime matrimonial. Il devra aussi statuer sur la garde des enfants
et la visite. Donc, à l'un, on va accorder la garde, à l'autre, on va accorder la visite, le droit de visite. Mais quand on est marié, quand on n'est pas marié, là, par rapport aux droits des enfants, on doit s'adresser au tribunal pour enfants qui va trancher, qui va vous dire, écoutez, parce que si vous voulez vous disputer, c'est le tribunal pour enfants qui va dire, écoutez, l'enfant doit aller chez X ou chez Y. Là, c'est une autre procédure pour la protection de l'enfant, ce qui n'a rien à voir avec le divorce prévu par le Code de la famille. Nous recevons pour vous Madame Marie-Josée Mujinga Bimancha, présidente de l'Association des femmes magistrates du Congo. On va très bientôt atterrir. Vous y croyez encore au mariage, vous, en tant que femme? Bien sûr. C'est toujours important dans ce monde. Bien sûr que j'y crois, parce que c'est une institution divine. Vous savez, c'est le fondement de toute société, le mariage. Hein? Sinon, s'il n'y a pas de mariage, bon, c'est le désordre. Hein? Oui. Vous croyez toujours à ce mariage homme masculin, femme féminin? Oui. Jusqu'à preuve du contraire, dans notre pays, il n'y a pas une loi qui protège, qui prévoit un autre mariage. Mais vous y croyez encore dans un monde où tout est mélangé, où les femmes se marient entre eux? Je crois en tant que chrétienne, je crois que le seul mariage que Dieu a instauré, parce que l'homme n'a rien inventé par rapport au mariage, c'est Dieu qui le premier a institué le mariage. Il a créé une femme, il a créé un homme et il a créé une femme. Et tout ce qui vient après là, c'est du n'importe quoi. Est-ce qu'il faudrait une loi justement pour réaffirmer ces convictions-là, ces valeurs-là, en interdisant par exemple le lesbianisme ou l'homosexualité? Bon, vous savez, on n'est pas encore à ces niveaux-là. Nous sommes au niveau du mariage de l'homme et de la femme. On veut stabiliser le mariage. On peut anticiper, hein, ça va vite. On n'a pas anticipé, on doit d'abord stabiliser ce qui existe avant de pouvoir reconnaître ce qui n'existe pas. Parce que ça existe en catimini. Vous savez, oui, ça existe en catimini. Pourquoi ça existe en catimini? Si c'était... Et il n'y a pas de sanctions, ceux qui le font, on le voit peut-être dans nos avenues, on voit ça, c'est pas légiféré, et du coup, on ne sait plus comment faire. Il n'y a pas d'infraction sans loi. La loi n'a pas prévu ça en infraction. Mais on peut, à travers leur comportement, trouver d'autres infractions. Au cas où quelqu'un voudrait les faire coffrer ou les faire arrêter. Comme quoi? À quel comportement, par exemple? Bon, atteinte à la pudeur, par exemple, ou atteinte aux bonnes mœurs. Si jamais elle commettait ça. Vous savez, chacun de nous peut être poursuivi pour ces deux infractions-là. Ce n'est pas seulement nécessairement pour... Moi, je crois qu'avant de pouvoir chercher les minorités, nous devons d'abord voir l'institution qui est là, qui souffre. On doit stabiliser d'abord le mariage. Le mariage souffre. Le mariage entre l'homme et la femme. Est en train de souffrir. Oui. Et il est très, très, très attaqué, très combattu. Il y a beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qu'on doit faire alors pour renouer avec ses convictions, ses valeurs, pour réaffirmer l'attachement au mariage comme source de stabilité de notre société? Je vais vous étonner, moi je crois qu'il faut recourir au Créateur. Madame, vous êtes juge. Il faut recourir au Créateur. Je n'ai pas terminé. Il faut d'abord recourir au Créateur pour entrer dans la compréhension du mariage selon le Créateur. Et puis après, appliquer la loi. Et quand on fait ça, ça marche. Ça marche. Parce qu'il y a la loi, Dieu n'est pas contre la loi. Mais Dieu, c'est lui qui a créé. Vous ne pouvez pas appliquer le mariage en dehors de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas vivre le mariage en dehors de la parole de Dieu. Non, ça ne peut pas exister parce que c'est Dieu qui a instauré le mariage. Comment vous allez faire? Donc, même Dieu n'est pas contre le fait que vous devez vous limiter au mariage civil et n'est pas aller au mariage religieux. Vous savez, pour Dieu, les lois là, civiles, coutumières, c'est pour l'organisation humaine. C'est pour l'organisation humaine. Dieu n'est pas dans l'organisation humaine. Dieu a déjà donné des principes. Dieu a déjà donné ces principes qui n'ont rien à voir, des fois, avec ce que les hommes font sur la terre. Moi, je crois que c'est question de respecter ce que Dieu veut. Et ça va marcher.
Et dans tous les mariages, tous les ménages où l'homme et la femme se sont appliqués à mettre en pratique la parole de Dieu, en tout cas ça marchait. Évidemment en respectant aussi la loi. Parce que toute autorité vient de Dieu. Et quand on parle de la loi, c'est l'autorité. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous priez, vous craignez Dieu, entre-temps, vous n'appliquez pas la loi. C'est là où je dis, le mariage religieux, dans notre pays, ce n'est pas obligatoire. Parce que nous sommes dans un pays laïque, il faut la loi. Mais il y a des églises qui en font une obligation. Vous ne pouvez pas consommer le mariage si vous n'avez pas fait votre mariage religieux. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Si un couple se retrouve dans ce cas de figure, il fait quoi? Bon, le mariage religieux, vous savez c'est quoi le mariage religieux? Vous pouvez appeler le pasteur chez vous à la maison. Il va vous donner la bénédiction. C'est toujours là. C'est ça dont on a besoin, non? La bénédiction du pasteur, la bénédiction du prêtre. C'est de ça dont on a besoin. On n'a pas besoin de tous ces tralala que les jeunes filles d'aujourd'hui sont en train de chercher. Non, ça c'est pour les m'as-tu vu des fois. Mais ça ne traîne pas des m'as-tu vu sans la parole de Dieu. Voilà, on parlera de la Bible prochainement. Là, je vous promets, madame, on va revenir sur ça. Donc, merci en tout cas d'avoir été de nôtres. Peut-être une question liée à la femme, au moi. Vous êtes féministe ou... Disons, je défends les droits des hommes et des femmes. Moi, je risque de vous choquer, mais je ne protège pas les femmes de n'importe quelle manière. Je les protège par rapport à la loi et à la parole de Dieu. Quelle manière, pas n'importe quelle manière, vous faites allusion à quoi? C'est-à-dire quand les lois sont violées, les droits de la femme sont violés, là, je m'implique. Mais je ne m'implique pas par rapport à une femme qui elle-même est en train de violer les lois. Vous allez parler de la parité, vous-même vous êtes en train... Parce qu'ici, nous devons savoir que la femme, quand bien même il y a la parité, quand bien même les femmes crient plus, écoutez, violation des droits, mais ce n'est pas parce que les hommes ne parlent pas. Il y a des hommes aussi qui souffrent, parce que les femmes violent leurs droits. Oui. Moi, je crois que je ne suis ni pour l'homme ni pour la femme. Je suis tout simplement quelqu'un qui aime protéger tout le monde qui a besoin d'être protégé par la loi, tout simplement. Que ce soit une femme ou un homme. Marie-Josée Munjinga Binoncha, présidente de l'Association des femmes magistrats du Congo, merci d'avoir répondu à notre invitation. Très rapidement, 30 secondes, un mot de la fin à toutes ces femmes, à tous, non, pas seulement les femmes, à tous, ils sont nombreux à nous avoir suivis ici et ailleurs. À tout le monde, parce qu'on parle souvent de femmes, il y a des hommes aussi qui ignorent leurs droits, qui ignorent leurs obligations. Donc à tout le monde, détachons-nous un peu, surtout aux femmes là. Détachez-vous un peu des novellas. Détachez-vous un peu des films nigérians. Commencez à chercher des informations. Quand vous voyez des émissions documentaires, vous voyez les documentaires, suivez. Quand vous voyez une femme qui parle à la télé des droits des hommes, des droits des femmes, ne dites pas non, elle aussi, elle exagère. Non. Suivez, vous pourrez être sauvé, même le fils qui par deux phrases qui sortent de la bouche de cette femme, de cet homme-là. Donc, d'une manière générale, je dirais que chacun de nous, que ce soit les hommes et les femmes, nous devons connaître nos droits, non seulement nos droits, et aussi nos obligations. Parce que souvent nous parlons des droits, mais nous oublions, nous avons aussi des obligations. Regarde comment la ville de Kinshasa est sale. Et ce sont des obligations, hein. Passé, je sais que vous étiez des milliers, vous avez bénéficié de l'expertise quand même de tout ce qu'il y a eu, tout ce qu'on a eu à dire ici. Merci, vous nous avez suivis d'ici et d'ailleurs, partout à travers le pays, à travers le monde. On a reçu pour vous Marie-Josée Munjinga, présidente de l'Association des femmes magistrats du Congo, mais également juge conseillère près la Cour de cassation. Merci à vous, on se dit au revoir, on se donne rendez-vous pour le prochain numéro, toujours sur la meilleure de radio, Top Congo. Au revoir et à très bientôt. Le mariage homme-femme a-t-il encore sa place en République démocratique du Congo? Qu'en est-il de la dot et du mariage coutumier au sein de la société congolaise? Débat au féminin ce samedi, 13h30. Après les infos, reçoit Marie-Josée Munjinga, présidente de l'Association des femmes magistrats du Congo et juge à la Cour de cassation. Débat au féminin, c'est sur Top Congo FM.